Je vais donc donner la parole à Omar Fassatoui qui nous rejoint et qui a une double, triple ou quadruple casquette puisqu'il est juriste, théologien et qui s'occupe, voilà, sociologue des religions, qui s'occupe du lien entre la biomédecine, le droit et les religions. Bonjour, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Donc, je ne suis pas médecin, je suis docteur, mais pas en médecine. Mon intervention d'aujourd'hui va être très brève. Je vais juste vous présenter une approche religieuse des deux monothéismes que j'ai traités. Donc, je me suis intéressé au problème de la greffe d'organes dans des contextes juifs et musulmans, notamment en Israël et en Iran, où des expériences très originales que je vais vous présenter sont menées. La religion est souvent invoquée comme motif de refus, que ce soit dans le contexte français ou ailleurs, sauf que les gens très souvent ne savent pas quelle est réellement la position de leur religion ou du courant auquel ils appartiennent. Ils trouvent souvent la réponse sur Internet et ça peut aller du oui à 2000% jusqu'à un non catégorique. Et donc je vais juste aborder ces deux questions-là pour vous présenter les modèles israéliens et iraniens qui, je pense, sont dignes d'intérêt quand on pose la question du mérite. La question du mérite me paraît un peu déroutante aujourd'hui, puisque si on va rajouter le critère du mérite selon des critères autres que médicaux, ça va compliquer la tâche pour les familles des greffés, pour les greffés eux-mêmes, qui vivent déjà avec... il y a des études psychologiques qui ont été menées qui montrent que les greffés vivent parfois, surtout ceux du cœur, avec une certaine culpabilité de vivre, puisqu'ils savent très bien que le donneur est décédé, donc c'est une greffe très particulière que la greffe du cœur. Il y a une appropriation du greffon parce que les personnes pensent qu'elles vont hériter des traits de caractère ou de personnalité de la personne qui leur a offert ce don de vie. Donc je vais juste rapidement aller vers la question du mérite. Donc c'est une question importante, certes. Mais de la part, par exemple, si on va parler d'un mérite autre que le système que nous avons aujourd'hui, qui est celui du mérite médical, donc c'est une personne qui nécessite la greffe, sans plus, on ne va pas rentrer dans son profil socio-économique, son background psychologique ou autre, pour savoir si elle mérite ou non de vivre. Donc ce n'est pas à nous je pense, aussi rare que soit le greffon, je pense qu'on ne devrait pas rentrer dans ces considérations-là. Il y a également, si on parle de mérite, pour les familles des donneurs, est-ce qu'on ne va pas, en plus de la complication qui existe déjà, leur compliquer la tâche en leur proposant de réfléchir si la personne qui va recevoir le don de leurs proches le mérite réellement ou pas. Est-ce que ça ne serait pas bien mieux de le garder pour la famille ou pour une autre personne plus proche? Donc ça va encore compliquer les choses. Déjà que le don d'organes, d'un point de vue sociologique, est très compliqué, puisqu'il s'agit d'une forme archaïque de don, donc vous donnez sans rien recevoir. C'est un don au retour impossible, puisque la personne, vu l'anonymat qu'il y a aujourd'hui, ne peut pas rendre le don, à moins d'en faire elle-même, de donner autre chose plus tard, ou de donner ses organes plus tard. Mais généralement, c'est un retour impossible. Donc c'est un don très particulier, ce qui ferait que celui qui reçoit le greffon vit toujours dans une certaine suprématie par rapport au donneur, qui est anonyme. Il y a la suprématie du donneur qui est un peu déroutante. Pour arriver au point de vue des religions, donc, qui sont souvent sollicitées pour répondre à des questions de bioéthique ou autres, si je prends les monothéismes, on n'a pas d'ordre de mérite propre aux religions, à part, par exemple, on ne parle que de danger de vie ou de mort. On ne parle pas si la personne doit mériter son greffon ou pas. Toutes les réflexions qui ont été faites par les autorités musulmanes et juives ont conclu que c'était la vie qui devait être sauvée, sans plus ni moins. Dans certains contextes des références religieuses, on a une préférence, par exemple, pour les hommes. Il faut sauver un homme par rapport à une femme, puisque les hommes sont soumis à plus d'obligations religieuses. Les femmes en sont épargnées si elles ont leurs règles, par exemple, ou si elles sont enceintes. Donc, c'est des personnes moins religieuses que les hommes, statistiquement, sur le nombre de jours de pratique, on va dire. Ça, au niveau des dons d'organes, ça n'a jamais été discuté. Et on ne parle pas de mérite autre que le besoin. D'ailleurs, étant invité à réfléchir sur les exogreffes à partir de porcs transgéniques, par exemple, le porc étant l'animal qui a le cœur le plus proche de l'être humain, les autorités rabbiniques et musulmanes ont autorisé cette greffe puisque la vie prévaut sur tous les interdits. Imaginez le porc qui est le summum de l'impureté pour un juif ou pour un musulman, une personne qui va vivre avec le cœur d'un porc, et les autorités ont dit oui, vous pouvez faire cette opération même si elle est encore au stade expérimental aujourd'hui, parce qu'on n'arrive pas à enlever certaines particularités du sang porcin.
Pour les deux expériences dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est l'expérience d'abord israélienne qui a mis un nouveau critère de mérite dans le système, notamment à cause des ultra-orthodoxes. Donc, qu'est-ce que ce système israélien du greffon, du mérite? C'est le système Adi. On appelle ça le système Adi en référence à Aoud Ben Dror, qui est à l'origine de la carte de donneur en Israël. Donc, le système israélien d'aujourd'hui, vous êtes donneur, il y a une liste d'attente comme partout dans le monde, mais vous avez un ordre de priorité particulier. Vous avez une priorité au top numéro 1 si vous avez dans votre famille un donneur. Donc si une personne de votre famille proche a donné réellement, elle a été donneur, vous êtes prioritaire sur la liste. Même si à critères médicaux égaux, 2 personnes sur cette liste-là, si vous avez une personne de votre famille qui a déjà donné, donc vous êtes plus prioritaire que l'autre personne. Un deuxième ordre de priorité, si c'est vous ou vos proches ont la carte ADI, donc la carte de donneur potentiel, donc ils n'ont pas encore donné, mais ils sont sur la liste des donneurs. Et là, vous êtes en deuxième catégorie. Pourquoi ce système a été mis en place? Parce qu'on a constaté qu'en Israël, les ultra-orthodoxes, c'est des personnes très religieuses, les Haredim, c'était des personnes qui n'hésitaient pas à se mettre sur la liste d'attente, mais qui ne donnaient jamais leurs organes, parce qu'ils trouvaient que c'était péché, c'était pas possible. Donc ça ne les dérangeait pas de profiter du système, mais de donner, ils étaient contraires à ça. Donc cela a eu une opinion très très forte sur l'opinion publique israélienne, et donc l'attitude des ultra-orthodoxes à ne pas donner dissuadait les gens, même laïcs, de donner, parce qu'ils pensaient que c'était la position de la religion. Donc sur la base de cette position, on leur a dit, voilà, vous profitez du système, nous on décide que non, vous n'allez plus profiter, donc si vous ne donnez pas, vous ne recevez pas, et donc c'est un ordre très particulier que les autorités israéliennes ont, et d'ailleurs d'après tous les sondages qui ont été faits, les personnes ont été plus favorables aux dons quand on leur promettait que leurs proches allaient pouvoir en bénéficier. Donc si vous donnez, vous, aujourd'hui, toute votre famille peut en profiter. La deuxième incitation est une incitation financière indirecte, et la troisième, c'était une incitation financière directe. Donc une compensation pour le don, pas forcément une vente. Et d'ailleurs, c'est le deuxième modèle. Quand il s'agit d'argent, même si les sociétés occidentales ont une certaine répugnance à parler d'argent dans le don, en Iran, aujourd'hui, c'est le seul pays au monde qui a une autosuffisance en matière de greffe rénale. Pourquoi? Parce que l'État gère une fondation très particulière qui met en relation des donneurs et des personnes qui sont en attente de greffe. Donc c'est une transaction qui se fait, l'État intervient en tant qu'acteur direct, puisque c'est lui qui fixe le prix du rein. Donc le rein est estimé, ça peut être choquant, c'est le cas, mais en Iran, c'est comme ça qu'ils n'ont plus de liste d'attente pour la greffe rénale, puisque l'État iranien va mettre en contact ces deux personnes, on va vérifier la compatibilité, le prix est fixé par l'État, comme ça il n'y a pas de spéculation. Autre condition, c'est que les étrangers sont exclus de ce système, donc on ne peut que recourir à ce système si on est iranien. Et donc le prix qui est fixé, l'État va payer le tiers de comme ça, il n'y a pas de distinction entre les différents profils économiques, et comme ça, on peut enrayer le trafic. Un autre système qui m'intéresse, moi, que je voudrais vous exposer, c'est un système américain qui a été fait à l'échelle d'une petite ville américaine. C'est celui du professeur Ross, qui propose qu'une famille dont la mère a besoin d'un rein ou d'un n'importe quel organe, et le papa voudrait donner, sauf qu'il n'est pas compatible. On va le mettre dans une base il va rencontrer une famille dont le mari est donneur et la femme a besoin. Donc c'est un scénario inversé. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Donc voilà, ils vont croiser. Donc deux familles vont croiser leurs dents et là ça va marcher. Cette compatibilité parfaite est très rare, mais plus il y a de familles dans le cercle, plus il y a des personnes qui peuvent donner. Donc A va donner à C et C va donner à B et on va créer un cercle de retour. Donc cette technique a l'avantage de ne pas intégrer un élément financier, mais de tirer avantage du don communautaire qui se passe généralement dans les familles. Donc je pense que ces trois systèmes, on devrait les voir, puisqu'ils nous permettent de réfléchir autrement aux dons d'organes et surtout au barrage psychologique et éthique, parce que l'éthique ne fait qu'évoluer. Donc si les lois de bioéthique sont renouvelées tous les 5 ans, parce que justement notre
perception de ce qui est normal ou ce qui ne devrait pas, ou ce qui ne l'est pas, n'arrête pas d'évoluer. Le système israélien a été mis en place parce que également il y avait un autre paramètre, c'est que la sécurité sociale et les assurances israéliennes remboursaient toutes les opérations de transplantation faites à l'étranger sans vérifier la traçabilité du greffon. Donc les Israéliens étaient leaders dans le tourisme biomédical, surtout avec l'Égypte, puisque l'Égypte est vraiment un pays très touché par le trafic d'organes, que ce soit des Égyptiens ou des réfugiés qui sont sur place. Donc on n'arrête pas de réfléchir et je pense que mériter son greffon, on voit qu'aujourd'hui le mérite peut changer d'un pays à un autre. Et donc aujourd'hui, j'invite les professionnels de la santé déjà à considérer toutes les difficultés, parce qu'on n'arrête pas d'objectiver les patients, mais je pense qu'il y a beaucoup de critères qui doivent rentrer en jeu pour trouver la meilleure conciliation entre l'avis du greffé en lui-même, son profil, parce que je pense que si vous posez la question à une personne qui attend, elle va être la première à vous dire oui, je le mérite, ce rein ou ce foie. On ne va pas non plus réfléchir. Mais après, la culpabilité du greffé à vivre avec un greffon, parce que est-ce qu'on me l'a donné à moi, le grand-père dont vous avez parlé tout à l'heure, je ne sais pas, ça dépend de son caractère, s'il va apprécier, s'il aime son petit-fils, s'il le connaît déjà, avec les familles et les problèmes familiaux qu'on a aujourd'hui. Donc je pense que c'est quelque chose de très particulier sur laquelle il faudrait réfléchir et j'espère répondre à certaines de vos questions. Merci beaucoup.